Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review quasi hebdomadaire des chapitres de One Piece qui, je le rappelle, sont disponibles légalement, gratuitement et en français sur l'application Manga Plus de la Shueisha ainsi que sur le site Glénamax de Glénat avec plusieurs autres mangas traduits en français. Voilà, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons parler du chapitre 1115, plein de révélations, bien évidemment, mais avant, un petit instant passion des familles. Oui. C'est l'instant passion. Hey, toi aussi tu trouves que les navigateurs ils sont ennuyeux ? Oui. Eh bien, tu devrais passer à Opera GX. Opera GX, c'est un navigateur qui a pour mission d'enterrer tous les navigateurs ennuyeux et sans fantaisie tout en proposant les meilleures fonctionnalités. Tu aimes les jeux vidéo ? Tu aimes les animés ? Ouais. Alors ça tombe bien parce qu'avec Opera GX, tu peux complètement personnaliser ton navigateur avec des modes, que ce soit les sons du clavier, les icônes ou les wallpapers. Les wallpapers? Par exemple, moi je me suis chopé un mode en hommage à Berserk, mate-moi ce style. Ah ouais, c'est la classe. Opera GX propose même une IA intégrée qui répondra à tes questions et qui permet de faire de l'IA générative en proposant des prompts compatibles avec ChatGPT et ChatSonix. Oui. Tu peux aussi mettre toutes tes apps sur la sidebar pour une meilleure ergonomie et aussi regarder tes vidéos YouTube dans des fenêtres flottantes sans avoir besoin de changer d'écran ou de fenêtre pour continuer à bosser. Stylé ça, mais j'ai tellement l'habitude de mon navigateur actuel, moi, j'ai vraiment la flemme de configurer un nouveau. Ça tombe bien parce qu'Opera GX te permet de transférer toutes tes préférences depuis ton ancien navigateur en quelques secondes, c'est bien pratique. Télécharge et installe Opera GX, voilà le lien en description ou en commentaire épinglé. Que la passion te guide. C'était l'instant passion. Ouais. Alors, dans ce chapitre 1115 de One Piece, nous poursuivons un petit peu le laïus, le discours, les révélations du docteur Vegapunk, et il en a des choses à dire. Il en a des choses à dire, des révélations très très intéressantes sur lesquelles on va revenir. Je vais d'abord m'intéresser un peu à la structure du chapitre, bon, qui est un peu convenue pour le coup, mais ce qui est logique, parce qu'en fait, on est en train d'écouter un mec nous raconter un truc. Donc soit tu montres juste les réactions des gens à travers le monde, des personnages qu'on connaît, des lieux qu'on a déjà rencontrés et que les personnages, les héros, les chapeaux de paille ont rencontrés pour voir leurs réactions, soit tu nous balances the flashback pendant qu'il parle, sauf qu'il peut pas nous balancer the flashback pendant qu'il parle, à part une petite illustration vite fait où tu vois une ombre, des ombres affronter l'ombre de Joy Boy, tu peux pas montrer concrètement ce qu'il est en train de raconter. Déjà parce que lui-même, il a les informations, mais il l'a pas vu, donc il peut pas se souvenir d'un truc qu'il n'a pas vu. Et surtout, il peut pas nous balancer tout d'un coup. Là, on a l'information, mais il peut pas nous balancer le visu réel de ce qui s'est passé. Il faut quand même laisser le vague. Parce que les révélations ultimes, il faut les garder pour la fin. Et on n'est pas encore à la fin. On sent qu'on s'en rapproche dangereusement. Peut-être certains diront trop vite. Ce qui est paradoxal, encore une fois, j'en ai parlé la semaine dernière, c'est un peu paradoxal, parce que en fait, le récit a été à feu doux pendant tellement d'années. Ça veut pas dire qu'il se passait rien, mais on se rapprochait clairement pas du One Piece, quoi. On n'avait pas l'impression de se rapprocher du One Piece pendant très longtemps. Et tout d'un coup, boum, le feu est à fond, en fait, c'est bon, l'eau est bouillante, je mets les pattes, y a pas le problème, tu vois. Là, c'est bon. Je vais tout balancer, d'un seul coup, d'un seul. Donc ça fait énormément d'informations en 2 chapitres, allez, 2-3 chapitres. Voilà. Oui, donc il faut quand même digérer tout ça. Après, comment c'est raconté en fait, j'allais dire que c'était un peu plan-plan, dans le sens où voilà, c'est juste des mecs qui écoutent un mec parler, mais en même temps, il y a 2-3 dans le chapitre, il y a quand même 2-3 moments de mise en scène qui sont assez stylés. Notamment quand il dit ouais, en fait, il y a eu une guerre, la guerre était tellement colossale ou titanesque. On est dans ce registre-là, dans ce champ lexical-là, que ça a laissé des cicatrices de fou sur le monde. Et à ce moment-là, tu vois le Vénus là qui coupe le laboratoire en deux d'un coup de sabre. Tu fais ah, bah oui. Effectivement, si les mecs de l'époque, ils étaient aussi balèzes que lui, t'imagines bien que la baston était cataclysmique. Tu te doutes bien que là, la baston, c'était du DBZ de tiers. Là, tu te dis oui, ok, d'accord, je comprends. Là, il y a une illustration, ce qui te dit ah, le gars, il est vieux, donc imagine ce mec-là jeune, il y a 1000 ans, contre des mecs aussi balèzes que ça. Forcément, ça a dû être une dinguerie, cette bataille. Là, il y a eu une espèce d'élan épique, à la fois effrayant et grisant. Tu te dis, ok, la bataille finale, ça va pas être pour les chauchettes. C'est pas Marineford, là, ça va être un vrai truc. Voilà.
Ça, j'ai bien aimé ce passage-là. Et évidemment, la case où il dit « Ouais, l'eau est montée de 200 mètres, et avant, il y avait un continent, et là, tu vois des ruines englouties. » Bon, par contre, ce bail de ruines englouties, alors, je trouve c'est assez intelligent de la part d'Oda, parce que les bâtiments qu'on voit engloutis, on se dit, on peut pas les dater. C'est un peu des bâtiments qui n'ont pas d'âge qu'on voit. Ça pourrait être des églises, ça pourrait être des châteaux. On sait pas trop ce que c'est. Ça pourrait être des buildings plus ou moins modernes aussi. On sait pas. Il laisse quand même un suspense. C'est quel genre de civilisation qui était là avant. Et ça pourrait même dans le suspense, on pourrait se dire, ça se trouve, je trouve que ça serait un peu éclaté. Mais ça se trouve c'était notre monde à nous. T'sais. Imagine la dinguerie. Tu fais, oh en fait c'était on est sur Terre depuis le début. Bon, ça serait un petit peu, ça serait surprenant. D'accord, mais ce serait un petit peu obvious, quoi. Ce serait un peu... Enfin, pas obvious, mais ce serait... ça serait le twist fastoche. Donc j'espère que c'est pas ça, mais ça serait le twist fastoche. Mais vu comme on voit la case, il laisse le suspense. Est-ce que c'est une civilisation si avancée que ça ou pas? On sait pas. Donc ça, j'aime bien. Il y a un côté mystère, il y a un côté mythique qui se fait ressentir. Alors qu'on pourrait penser que le fait qu'on fasse des révélations pourrait enlever toute cette composante mystique, mystérieuse. Et en fait non, il a réussi à quand même le sublimer. C'est-à-dire qu'on a on a des réponses, mais c'est des réponses qui amènent d'autres questions et donc qui viennent enrichir un peu le mystère, tout en l'éventant un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Donc on va revenir un peu sur ces révélations de Vegapunk. Donc Vegapunk, il a décidé de tout balancer et il nous dit oui alors Joy Boy c'était le premier pirate et il est entré en guerre. Enfin, 20 royaumes se sont coalisés pour entrer en guerre contre lui, mais par contre, lui-même, il avoue qu'il n'a pas les clés de compréhension du conflit, c'est-à-dire qu'il ne sait pas pourquoi exactement ils sont rentrés en guerre. Et il dit quelque chose d'intéressant, il fait « Je pense que c'était pas une simple question de bien ou de mal, mais c'est une question de vue sur le monde. » Là, c'est intéressant, parce que ça peut... on met en corrélation Luffy et le fameux Joy Boy. Peut-être, on pourrait se dire, là c'est la conjoncture, hein, là franchement j'imagine, c'est pas une théorie, c'est on imagine... Quelle pourrait être la différence de vision du monde? Ça va être un peu, je pense que ça va être la vision du monde qu'on essaie de nous montrer, c'est un peu l'ordre absolu contre le chaos absolu. Et le chaos absolu, ça peut être aussi la liberté absolue. C'est-à-dire que là, le Joy Boy, le gars, il tord les lois de la physique, il fait ce qu'il veut, si tu veux. Donc imaginons que ce pouvoir-là, il en fasse en quelque sorte une espèce d'idéologie. Et qui fait, non mais arrêtez d'obéir aux règles, faites ce que vous voulez, jouissez comme vous voulez, on s'en bat les couilles, de toute façon on n'a qu'une vie, vas-y profitez du monde, machin. Si ça trouve, le gars en fait, en prônant cette vision de la vie, ben peut-être que ça suscitait une espèce de chaos, peut-être que du coup il y avait des côtés pas malsains, c'est peut-être malsain, peut-être négatifs à cette liberté excessive. Parce que quand tu vois ce qu'il cherche Luffy, c'est être l'homme le plus libre du monde. C'est pour ça qu'il veut devenir roi des pirates, pour devenir l'homme le plus libre du monde. Mais est-ce que la liberté absolue, est-ce que c'est un but en soi? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est un questionnement qu'on a eu dans Shingeki no Kyojin aussi, avec Eren Yeager. Il fait « Ouais, je veux être libre, peu importe le prix, peu importe ce que ça coûte. » Et il fait des dingueries, tu vois. Donc on peut imaginer que Joy Boy, ce soit un personnage un peu comme ça. Alors, pas dans le même ton, évidemment, mais le mode « Hey, rigole, machin », peut-être que le manque de cadre et que tout le monde faisait ce qu'il voulait, ça exacerbait un petit peu même les côtés mauvais des gens. C'est possible aussi. Parce qu'a priori, si je suis libre de faire ce que je veux, pourquoi je serais pas libre de buter mon voisin parce qu'il m'énerve, tu vois. Peut-être que c'était ça. Et que pour contrer cette folie-là, parce que c'est une forme de folie, eh ben, il y a eu besoin d'établir un espèce d'ordre. Tu vois, et du coup, il y a eu ce gouvernement-là qui est arrivé et puis qui a réussi à le battre. Alors, comment ils ont réussi à le battre, ça c'est notre question. Ou alors ça n'a rien à voir avec ça. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que le Vegapunk, il reste plus ou moins neutre, et il fait, bon, je sais pas pourquoi cette guerre a eu lieu, mais elle a eu lieu, et voici les conséquences. Ça, c'est intéressant déjà qu'on n'ait toujours pas les clés du... c'est pas forcément un empire maléfique qui s'est battu... c'est pas forcément un héros du peuple qui s'est battu contre un empire maléfique. C'est peut-être plus compliqué que ça. Et là, c'est intéressant. Oui. Ce qui nous amène à l'autre
révélation du chapitre, qu'on avait plus ou moins pré-shot avec les chapitres précédents, c'est que l'eau va monter, le monde va être comment dirais-je, va être submergé, mais c'est pas la première fois que ça arrive, c'est-à-dire que le monde dans lequel il vit actuellement, avec des îles un peu partout, bon là on en a pas parlé, mais le champ magnétique est trop chelou et tout, c'est pas naturel, c'est les conséquences du conflit précédent, du fameux siècle oublié, et suite à cette période, le niveau de la mer a grimpé de 200 mètres. 200 mètres, c'est énorme. Déjà, on a vu ce qui s'est passé avec un seul mètre et la merde que ça a foutu de par le monde de One Piece. Alors, 200 fois ça, bon, c'est grand terrassement entière, là. C'est vraiment cataclysmique. C'est biblique, ce qui s'est passé. C'est une dinguerie. 200 mètres, c'est énorme. Donc, il y a des civilisations entières qui ont disparu, des peuples entiers qui ont disparu, une histoire entière qui a disparu. Du coup, ce qui est logique, parce que s'il n'y a plus de vestiges, bah, il n'y a plus d'histoire, en fait. Ce qui explique qu'on ait pu effacer des mémoires tout un siècle, en fait. Parce que, bah, y a pas de preuve que ça existait, tout a été noyé. Et du coup, tu pourrais dire, oui, mais peut-être que les vestiges, ils ont pu tomber dessus à un moment donné. Bah, même pas, parce que ils peuvent pas aller plonger profondément, il y a des putains de monstres marins de 600 mètres, donc ils peuvent pas y aller pour voir, pour explorer. Que 200 mètres de profondeur, dans la mer, c'est pas une petite profondeur, hein. 200 mètres, faut y aller, hein. Surtout quand t'as pas de technologie ou quoi que ce soit, et que les mecs un peu balèzes, ils peuvent pas toucher l'eau parce que sinon ils crèvent. Donc comment tu fais pour aller à 200 mètres de profondeur quand t'as des bateaux à voile? C'est compliqué. Enfin, 200 mètres de profondeur, c'est peut-être même plus profond que ça, d'ailleurs. Donc c'est intéressant, et ça explique aussi pourquoi ça peut expliquer aussi, attention c'est vague ce que je vais dire, donc peut-être que j'ai de la merde, pourquoi il y a l'ancienne Wano qui est sous l'eau aussi. Ça c'est intéressant du coup. Et donc ce serait le résultat d'une guerre aux proportions cataclysmiques, donc qui a fractionné le monde en plusieurs petites îles, alors qu'avant c'était des continents entiers. Donc ils ne vivent pas dans le monde dans lequel ils croient vivre. Donc ça c'est une révélation intéressante, c'est pas juste une révélation de l'histoire, c'est beaucoup plus profond que ça, primaire que ça, c'est qu'en fait non, le monde n'est pas censé ressembler à ça. Ça c'est fou, ça c'est dingue. Donc tu te dis mais il y avait quoi avant ? Oui. Et enfin, il y a le délire qu'il annonce à la fin, c'est que oui, c'est les armes antiques qui ont causé ça, et elles attendent d'être réactivées, donc ça veut dire que cette bataille, cette guerre n'est pas terminée. Bon là, c'est un peu cryptique, c'est un peu... qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Bon, on savait que le gouvernement mondial était à la recherche des armes antiques, mais a priori, c'est là que ça devient bizarre, parce que si a priori, ils ont gagné la guerre grâce à ça, bah, comment ça se fait qu'ils les ont pas en leur possession, en fait ? Moi, c'est ce que je comprends. C'est genre, ils ont utilisé les armes antiques pendant la guerre. Ça a ravagé le monde. Mais après, hop, bon, on les a perdus. Mais vas-y, c'est pas grave, c'est nous qu'on commande quand même. Donc c'est bizarre, cette histoire d'armes antiques qui attendent d'être réactivées, qu'aurait été... on sait pas qui... Ça se trouve, c'est pas ces Joy Boy qui les a utilisés, on sait rien, tu vois. Donc je trouve ça bizarre, ce délire. C'est quoi le... Tu vois ce que je veux dire ? C'est bizarre. Donc, est-ce que Joy Boy avait réellement le beau rôle ou pas ? Ça pourrait être un retournement de ouf. Hein. Genre, imagine Joy Boy, il arrive, à l'époque, il fait en fait, là, le monde, parce il vient d'une civilisation méga avancée, que même Vegapunk avec tout son génie n'arrive pas à reproduire. Donc ça veut dire que les mecs avaient exploré toute la surface du monde. Le gars, c'est censé être le premier pirate. Il se rend compte que, vas-y, en fait, il n'y a plus rien à explorer, on se fait chier. Et vas-y, viens, on modifie la face du monde, comme ça on recommence à zéro, et on peut s'éclater, on peut faire la fête. Du coup, le gars, il partirait d'une bonne intention, genre, vas-y, on va rendre le monde plus sympa, et en fait, il fait des dingueries parce que le gars, il est baisé dans sa tête, parce que les règles ne s'appliquent plus à lui, si tu veux. Ça pourrait être super intéressant comme délire, ça. Est-ce que ça va partir là-dessus ? J'en sais rien. Mais c'est bizarre, ce délire. Il y a les armes antiques, elles ont ravagé le monde, mais le gouvernement mondial les a pas en sa possession. Il y a un truc qui va pas. Donc, c'est qui les utilisait, ces armes antiques ? Soit c'était eux, soit c'était Joy Boy. Ça peut pas être les deux. Donc il va falloir expliquer ça. C'est bizarre. Bon, et puis je parlais que le chapitre était parsemé de réactions des gens qui écoutaient l'histoire de Vegapunk. Et en fait, c'est intéressant quand même parce qu'on voit plusieurs réactions. Il y a les gens qui sont effrayés, qui croient Vegapunk. Il y a des gens qui ne croient pas du tout Vegapunk et qui éclatent de rire. Hein. C'est ce qu'on voit sur l'île des pirates, je crois. Ils sont tous morts de rire. Oh, mais qu'est-ce qu'il raconte, ce vieux schnock ? N'importe quoi, 200 mètres, non mais n'importe quoi. Et il y a les gens qui s'en battent les couilles. T'as la sœur de Nami qui fait non mais c'est bon, tu me raconteras, je vais voir les mondes d'araignées. En mode vas-y, mais parce que je pense que c'est l'ensemble des réactions qu'on pourrait avoir face à une nouvelle comme ça. Genre ton monde n'est pas le monde que tu crois être. Bon. Et alors concrètement ça change quoi pour moi ? Pour un mec lambda, qu'est-ce que ça va changer en fait ?
Bah, je vais aller m'occuper de mes mandarainiers parce qu'en fait, qu'il y a 1000 ans et une autre civilisation, ok, cool, mais moi, ça change pas ma vie. Il faut quand même que je m'occupe, que je paye mes factures. Bon, on s'en fout. Il y a les gens qui vont avoir peur, vont dire, oh putain! Et il y a les gens qui vont pas le croire. Donc ça, je trouve ça intéressant de voir ça. Et puis, t'as les gens qui vont flipper leur race, qui vont paniquer, notamment le Gorosei, le gouvernement mondial. Là, c'est intéressant de voir leur réaction, c'est que jusqu'à présent, tu vois, eux aussi, ils étaient un peu à feu doux, genre on se balade, vas-y, on ne calcule pas les gens. Là, ça commence à flipper leur race, et ils paniquent. Et quand le pouvoir panique, c'est toujours intéressant de voir ça, parce que soit... Bah c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle quand le pouvoir panique, parce que ça veut dire que tu es en train de l'atteindre, ça veut dire que tu le mets en danger. Et c'est aussi une mauvaise nouvelle, parce que c'est quand le pouvoir en place commence à transpirer, qui commence à faire des dingueries. Et on le voit dans ce chapitre. Le Vénus, là, ils étaient tous là, attention, faut pas endommager le cœur de je sais pas quoi, sinon l'île va exploser. Et lui, tout d'un coup, fait, nique sa mère. Je coupe tout en deux, comme ça, j'ai une bonne chance de niquer tout le monde. Donc tu vois que le gars, il panique. Et les mecs, ils paniquent aussi, tu vois, et pour la première fois, tu les vois un peu en sueur, genre, oh, vite, mets ta gueule, Vegapunk, t'en dis trop et tout. Ils sont pas bien, donc ils vont peut-être être amenés à prendre des décisions un petit peu extrêmes, parce que le gars, il dit trop de trucs, ils arrivent pas à lui faire fermer sa gueule, tout le monde écoute, il va falloir faire quelque chose. Donc peut-être que là, le fameux incident des Gade, alors c'est pas que ça, je pense qu'il est pas fini encore, ça va être aussi le côté, il va peut-être se passer une vraie dinguerie, parce que là on a des révélations et tout, bon, on sait pas trop ce que devient Luffy. On revoit vite fait Jinbei et Zoro, qui sont censés être des mecs méga rapides, qui tout d'un coup mettent 3 plombes à traverser une île. Bon. Mais tu vois qu'ils commencent à paniquer. Ça, c'est intéressant de voir comment ils vont essayer de régler le problème. Et comment ils vont gérer l'après. Est-ce qu'une fois que Vegapunk, je pense qu'il va pas tout balancer, mais il va balancer pas mal de termes. D'ailleurs, même le robot géant, il met 3 plombes à arriver aussi, hein, d'ailleurs. Comment dirais-je ? Je sais plus ce que j'étais en train de dire, j'ai perdu le fil. Oui. Comment ils vont gérer l'après ? Parce que évidemment le gouvernement mondial ne va pas s'arrêter là, c'est pas parce qu'il va y avoir des révélations que ça va être fini. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ça va créer un espèce de mouvement de panique et tout le monde va vouloir monter là où vivent les dragons célestes ? Est-ce que va y avoir des gens qui vont pas les croire et qui vont s'en battre les couilles ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a encore plein de forces en présence, hein. Il y a la piraterie, il y a Barbe Noire, il y a la révolutionnaire, il y a tout ça. Ça va faire un paquet de monde au courant du truc. Donc comment tout ça va réagir ? Donc tu sens certainement que ça va être une espèce de guerre pour réussir à atteindre les hauteurs, ou une connerie comme ça. Donc on verra. Donc évidemment, encore une fois, c'était passionnant. Encore une fois, on va en apprendre plus. Encore une fois, malgré tout, tu sens qu'on nous sert un petit peu les révélations sur un plateau. Parce que là, c'est un peu le défaut du truc, du choix d'Oda. C'est que la révélation apparaît quand même pas méritée. C'est-à-dire que c'est pas les héros qu'on fait en sorte de découvrir la vérité, c'est qu'on leur a apporté la vérité. Ça, c'est un peu un problème, je trouve. Parce que dans Shingeki no Kyojin, je vais prendre l'exemple de Shingeki no Kyojin, parce que finalement, quand tu regardes bien les deux mangas, ils parlent de la même chose. Très différemment dans d'autres registres, mais ils parlent de la même chose. La révélation dans Shingeki no Kyojin, je vais vous spoiler Shingeki no Kyojin si vous ne connaissez pas, tant pis pour votre gueule. Les gars, ils ont dû faire une bataille de fous pour pouvoir retourner dans la cave des reines et trouver les mémoires de son père et avoir les révélations qu'il faut. Ils ont dû faire des dingueries, tu vois. Là, les gars, ils venaient même pas pour ça à la base. Ils ont échoué à sauver le gars et le gars balance tout. C'est un peu bizarre. Alors certes, la révélation est intéressante, c'est cool. Mais il y a un côté... c'est peut-être pour ça qu'on a cette impression que ça va vite, parce qu'on a l'impression que c'est pas mérité. C'est un peu dommage. Enfin bref. Si on avait su ça, en mode on arrive devant un poneglyphe, on le lit et tout, parce qu'on a fait une grosse bataille et tout, ouais, le dernier poneglyphe, il est là, vas-y, t'as toute l'histoire. Oui, c'est certainement ce qui arrivera vers la fin, certainement. Mais là, c'est juste... Il se passe un truc, et à côté de ça, les mecs n'ont même pas... Ils ont même pas... Parce que là, il me semble que les chapeaux de paille n'écoutent même pas le message de Vegapunk, parce qu'ils sont trop occupés à se bastonner. Donc c'est ça qui est terrible. Tu vois ce que je veux dire ? Ça semble un peu pas mérité. C'est dommage. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce chapitre. Vivement la suite, bien évidemment. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, de mettre un pouce bleu, de vous abonner le cas échéant. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.